Je pense que c'est vachement plus facile d'aller trouver 1000 euros quand tu proposes un service à une que si tu vas chercher du. Tu trouves une entreprise lundi, tu contractualises mardi, t'as ton virement instantané mercredi, tu travailles jeudi, vendredi et t'as tes à 1000 euros. Donc une semaine. Effectivement, il faut que ton offre ait plus de valeur que ton prix. Et ça va être toujours un arbitrage entre ton prix et ta valeur. Et la valeur, ce qui est un peu taquin, mais ce qui est aussi assez merveilleux, c'est que ça va dépendre de ce que tu proposes et à qui. T'as des gens qui vont pouvoir te proposer, ok, pour ce que tu vas faire, 200 euros par jour. Mais t'en as d'autres qui pourront te proposer 1500 euros par jour. Salut à toi et bienvenue sur le concept comment générer 1000 euros sur Internet le plus rapidement possible. Le concept, il est plutôt simple. Je vais inviter différents experts dans leur thématique. On va avoir potentiellement des SEO, des gens qui font du dropshipping, des gens qui font de l'affiliation, des gens qui travaillent sur Pinterest. Pas mal de personnes et de monétisation différentes. Leur point commun, c'est qu'ils travaillent tous sur Internet et qu'ils gagnent tous de l'argent grâce à Internet. L'idée avec ces invités, c'est d'avoir un petit peu leur vision et voir quel est pour eux le business model le plus simple pour générer 1000 euros le plus rapidement possible aujourd'hui sur Internet. Ils nous partageront donc un petit peu leur vision, leur stratégie et leur plan d'action précis pour aller chercher 1000 euros le plus rapidement possible sur Internet et voir ensuite comment ils feraient pour scale, pour aller chercher des chiffres beaucoup plus gros, voir s'ils structureraient, s'ils resteraient sur le même business model et ainsi de suite. Avant de te présenter l'invité du jour, n'hésite pas à lâcher un petit like et un commentaire, ça m'aide pour le référencement de la chaîne YouTube. N'hésite pas non plus à me recommander un invité en commentaire si tu souhaites que j'interviewe une personne en particulier par rapport à ce concept. N'hésite pas à me le dire et je la contacterai. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Amaury Duval. Salut Amaury, comment tu vas? Hello Florentin, merci beaucoup pour l'invitation, ça va bien et toi? Ça va, écoute, en pleine forme. Est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais aujourd'hui sur Internet? Ouais, complètement. Bah écoute, j'ai deux grandes casquettes sur Internet et dans la vie professionnelle en tout cas. Une partie où je vais faire du freelance. J'aide des entreprises soit sur leur acquisition, soit sur leur conversion. Donc pour faire de leur site Internet un vecteur de développement de leur business et non pas juste un site vitrine comme on peut le voir certaines fois. Donc acquisition avec quand même une appétence certaine sur le SEO et conversion, donc ce qu'on appelle le CRO, optimisation de la conversion sur les sites avec une approche très orientée de données. Donc j'ai une grande passion analytics parce que sûrement de mon parcours ingénieur quand j'étais à Centrale à Paris, on a c'est plus orienté de données et j'aime bien justement analyser les données pour identifier ce qu'on peut faire pour trouver les points faibles, les points forts d'un site internet, capitaliser sur ces points forts et aller améliorer ces points faibles pour justement développer l'ensemble du site et avoir plus de gens qui convertissent mieux. Donc ça c'est une première casquette, une casquette freelance. Et deuxième casquette qui est en train de prendre de plus en plus de place, c'est la casquette de créateur d'outils SEO essentiellement pour l'instant. J'ai créé Serpentix qui te permet de créer le meilleur contenu pour positionner premier sur Google. Je sais que tu l'as utilisé un petit peu pour tes sites et du coup donc ça te permet vraiment, une fois que tu sais sur quel mot-clé tu veux te positionner, d'avoir de A à Z un guide pour créer ton contenu optimal pour te positionner premier sur Google. Et j'ai fait d'autres outils qui sont à d'autres endroits, à d'autres moments dans la chaîne justement de process du SEO. Une de page qui va t'aider à transformer une liste de mots-clés en une liste de pages. Donc typiquement tu as deux mots-clés, il va te donner la réponse de est-ce que tu dois créer une ou deux pages, d'où le nom, pour ces deux mots-clés-là, et ce qui va t'aider globalement à éviter la cannibalisation. Donc il y a plein d'autres fonctionnalités qui te permettent d'identifier sur ton site si t'en as et tout ça, mais globalement ça te permet de trouver et d'identifier et de résoudre les problématiques de cannibalisation. C'est quand Google hésite entre deux pages et ça va pénaliser les deux pages voire ton site. Et donc une de page t'aide à ça, une de backlink qui va t'aider à savoir combien il te faut de liens pour te positionner sur un mot-clé, Very Backlink qui va te permettre de suivre tes liens. Et toi, tu sais à quel point avoir des liens, c'est important, avoir des liens de qualité qui restent dans le temps et qui se font pas diluer. Et c'est ce que fait le dernier outil. Et voilà, globalement, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je m'étais lancé un challenge de créer 12 SaaS en 12 mois. En 12 mois, j'en ai fait 8, donc 4 qui étaient orientés SEO. Et donc voilà, ça c'est ma deuxième grande casquette et qui, avec un peu de sport, occupe bien mes journées quand même. Avant de commencer, je voudrais remercier Scoach. C'est un outil de rédaction tout en un qui permet de générer et publier en automatique des articles sur son site internet. C'est l'un des meilleurs outils de génération de contenu IA sur le marché français avec des fonctionnalités avancées comme le maillage interne automatique, la planification des articles et la génération d'images IA automatique. Avec le code promo FlorentinX Scotch, vous avez 15% de réduction sur l'achat de vos crédits sur Scotch. Et justement, comment tu répartis un peu ton temps aujourd'hui entre ces deux grandes activités? Globalement, je dirais que la question c'est, je mets mon sport dans mon agenda, donc ça fait 1h30 probablement par jour. Je mets mes clients pour qui j'ai vendu des engagements sur ce que je dois leur apporter et après le reste du temps c'est mes outils. Okay. Et donc là je pense que c'est peut-être un tiers
Donc je dirais un tiers client, 2 tiers outils pour l'instant. Ok, c'est très clair. Ça marche. Bah écoute, très bonne présentation. Est-ce que t'es chaud pour qu'on parte direct sur le sujet du coup? On rentre directement dans le dur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, toi, si tu devais justement aller rechercher un petit peu de l'argent sur Internet? C'est quoi aujourd'hui pour toi un business model qui te paraîtrait intéressant pour aller faire 1000 euros assez rapidement sur Internet? Quand je dis assez rapidement, l'idée c'est que grosso modo, tu arrives à générer tes premiers 1000 euros sur un délai d'1 mois et demi, 2 mois peut-être. Sur quel business model tu te lancerais et ce serait quoi un petit peu tes stratégies d'acquisition pour aller chercher du client, etc. Ouais, complètement. Bah écoute, c'est exactement, en fait, c'est exactement, je pense, la question que je me suis posée quand j'ai fini mes études à Central Paris. En dernière année, j'avais le choix entre faire un stage en entreprise, ce qui m'excitait pas énormément, ou alors créer il y avait un cursus entrepreneur et j'ai choisi celui-là. Et j'avais fait un double diplôme à l'ESSEC où il y a un campus à Singapour et tous mes potes y étaient allés, mais la structuration de la formation ou du cursus était pas ouf dans le cas du double diplôme si j'allais là-bas. Mais je me suis dit ok, dès que je finis mes études, je pars faire un tour d'Asie parce qu'il y a pas de raison que mes potes envoient des superbes photos sur Insta et qu'ils me fassent râler alors que je suis à Cergy-Pontoise à globalement 1 heure et demie de Paris dans la grisaille pendant un an. Et du coup, j'étais étudiant, tu vois, et la question c'était ok, je veux faire un tour d'Asie, trop bien. Mais comment je finance ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ta question. C'était pas forcément 1000 parce que je voulais un peu plus pour pouvoir vraiment kiffer, mais c'était le principe. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis parti sur du freelance. Donc du freelance, je parlais tout à l'heure, mais c'est de la prestation. L'idée, c'était de vendre du temps de cerveau à une entreprise. Et là où j'insiste sur l'entreprise, je pense que c'est vachement plus facile d'aller trouver 1000 euros quand tu proposes un service à une entreprise que si tu vas chercher du particulier. Donc moi, je dirais que j'exclurais vraiment la vente de quoi que ce soit à des particuliers. L'entreprise a plus de moyens, va plus facilement pouvoir investir et du coup, pour aller là-dessus, concrètement, dans les étapes, je me formerai sur une compétence demandée et qui est quand même relativement proche de mon centre d'intérêt et j'essaierai de trouver des entreprises qui peuvent avoir besoin de ce problème, qui ont ce problème et que je peux aider. Je pense qu'en une semaine, même, ça dépend de comment tu t'y prends dans ton acquisition, mais en une semaine, tu peux avoir les 1000 balles sur ton compte. Ouais. Parce que tu peux complètement avoir trouvé le client, lui avoir vendu le projet et avoir dans les conditions contractuelles demandé de payer en avance, ce qui s'entend et ce que je fais ce que je fais souvent d'ailleurs. Et du coup, avoir 1000 euros, ce qui est le sujet de ta question, mais en fonction de ce que tu proposes, en fonction de la valeur que tu vas pouvoir apporter à ton client, de l'originalité, en tout cas de la rareté de ce que tu vas proposer, tu peux même aller beaucoup plus haut parce que ouais. En fait, en fonction quand on regarde un petit peu le marché du freelancing, globalement, je pense que le prix moyen d'un freelance, tu vois, mais vraiment moyen, ça veut dire tout confondu, ça peut peut-être être 4 ou 500 euros par jour. Donc globalement, c'est ça, disons qu'on reste sur une moyenne un peu fade, tu vends 2 jours et t'es à tes 1000 euros. Et du coup, limite, tu trouves ta stratégie, tu trouves une entreprise, plein de façons, et on va voir ça après. Lundi, tu contractualises mardi, t'as ton virement instantané mercredi, tu travailles jeudi, vendredi et t'es à 1000 euros. Donc une semaine. Plein d'hypothèses dans ce qu'on vient de dire, hein. Mais ouais. Tu penses tirer à peu près c'est quoi aujourd'hui pour toi les bonnes thématiques, on va dire, en freelance sur lesquelles potentiellement, tu vois, tirer plus sur du SEO, tirer sur j'en sais rien, du graphisme, des trucs comme ça. Tirer sur quelle thématique à peu près toi aujourd'hui si tu dois te relancer en freelance? Ou quelles sont pour toi les opportunités? Je te dirais que t'as 2 grandes familles. T'as les très visibles, un peu ce que tu viens de citer là, en mode c'est beaucoup de gens dessus, et les plus niches où potentiellement c'est plus de l'expertise, c'est beaucoup plus rare. Tu vas avoir je sais que t'as des gars qui font du freelance sur des sujets qui sont comme par exemple la modélisation 3D de contraintes pour les bâtiments, tu vois. Donc très très avancé, pas forcément accessible à n'importe qui. C'est sûrement des gens qui sortent d'école d'ingénieur avec spécifiquement cursus genre technique sur ces sujets-là, mais en fait tu vois ça on n'y pense pas, et en fait vu que c'est quand même assez rare, ça se valorise assez fort. Des sujets très précis, tu vois, même un expert qui se formerait ou qui s'intéresserait à un langage de programmation qui est en train de mourir, mais qui est encore essentiel au sein des systèmes d'information d'une banque. Ok, genre là tu vois ça va être aussi un vrai atout, et ça va faire des journées qui vont être vendues beaucoup plus cher que 500 euros par jour, quoi. Donc t'as ce premier critère là, et deuxième critère, ça peut être des choses qui sont avec beaucoup d'offres
mais aussi énormément de demandes. Et je suis pas sûr que je partirais sur ces sujets-là. Tu vois, je sais que par exemple, il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui va être montage. Il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui va être potentiellement de plus en plus avec le lancement d'entrepreneurs, d'infopreneurs, de solopreneurs, peut-être des bras droits. En fait, je suis pas sûr que je te dirais pars sur cette piste-là en particulier, mais c'est plutôt où est-ce que t'es toi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que t'aimes faire? Et plutôt que ce que t'aimes faire, parce que tu vois, c'est pas forcément, tu vois, là-dessus qu'il faut insister. Parce que si on veut vraiment faire des sous, il faut surtout s'intéresser à ce que le marché demande. Mais par rapport à tes compétences, parce qu'il y en a qui sont plutôt littéraires, plutôt scientifiques, plutôt socialement intelligents, plutôt un peu timides. Et dans ce cas-là, tu vois, j'essaierai de regarder qu'est-ce que je peux proposer par rapport à mes compétences, à mes points forts et ce que attend le marché, et aller creuser là-dessus. Et potentiellement, tu vois, si on veut se donner une semaine de plus, tu te dis première semaine je me forme, ça te fait une semaine de bonus, et après tu vas essayer de prospecter, et même pendant la semaine, tu vois, éventuellement si en fait ça dépend de ton degré d'urgence, mais t'as tellement moyen de contacter des gens. Si ce que tu proposes ça a de la valeur, potentiellement tu peux sacrifier les 2 premières semaines de ton temps pour faire du pro bono pour quelqu'un, avoir un portfolio, et derrière être capable d'aller closer d'autres gens, utiliser justement le process de création, onboarder la personne avec qui tu le fais, bien choisir cette personne-là bien sûr, mais ce client gratuit, mais ce premier utilisateur, ce premier bénéficiaire de tes services, pour capitaliser sur l'étude de cas, sur des retours clients, potentiellement sur son réseau, sur ses recommandations. Et en vrai, ça peut aller très très vite. Ouais, clairement, ça peut aller super vite si tu trouves une bonne offre et tout. Et effectivement, sur ces différents aspects, il y a vraiment moyen d'aller vite. Et comme tu dis, faire de l'argent en 2 semaines sur la prestation de service, même une seconde, ça me paraît pas déconnant. Et justement, tu nous parlais un peu, parce que la base de tout ça, c'est finalement d'avoir une offre et surtout d'avoir de l'acquisition, de trouver un moyen finalement. Ça peut être de la prospection à froid, ça peut être plein de choses. Tu utiliserais quoi, toi, justement, comme stratégie pour aller un petit peu chercher directement ces clients? Juste avant de repartir sur l'acquisition, tu me parlais, il faut une offre. Tu vois, c'est pas encore un sujet sur lequel je suis extrêmement. En gros, j'ai pas l'offre packagée universelle, tu vois, que je vends en boucle à mes clients. Moi, je fais plutôt du sur-mesure. Donc, tu vois, effectivement, tu vois, il y a toujours t'as un livre, par exemple, qui s'appelle l'offre à 100 millions de dollars, qui est très chouette. Effectivement, il faut que ton offre ait plus de valeur que ton prix, mais t'as pas forcément besoin du truc dès le début. Je veux une offre standardisée qui va être déployée de la même façon à tous mes clients. En fait, au début, c'est ultra ok de prendre, tu vois, de l'énergie mentale, de mettre tes ressources au service d'une entreprise, un besoin spécifique. Et potentiellement, c'est même surtout la meilleure façon de commencer, de dire, ok, j'ai ce problème-là, voilà comment je le résous, et voir plusieurs cas avec plusieurs clients, plusieurs entreprises, et dire, ok, en fait, il y a ce point commun qui revient. Et c'est là, peut-être, que tu vas pouvoir nicher en disant, en fait, je réponds plus à tous les besoins que je répondais au début parce que je faisais du sur-mesure, mais il y a vraiment ce point commun sur toutes les entreprises et qui a de la valeur. Et du coup, là, je fais un produit standardisé que je vais pouvoir, ou une offre packagée, que je vais pouvoir déployer seul, automatisé ou avec d'autres ressources pour aller répondre parfaitement à cette entreprise-là. Et pour revenir sur ta question sur l'acquisition, clairement, c'est avec le nerf de la guerre, trouver ces clients-là, c'est le plus important. Je pense qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. T'as des gens qui vont avoir plus ou moins de réseau. Je pense que le plus facile, moi je sais que le premier site que j'ai vendu, c'est réseau, tu vois, c'était copain de mes parents. J'avais commencé à développer ça au début. Moi, mes premiers 1000 euros, c'était au lycée, tu vois. Et du coup, j'ai pas eu de prospection. Donc ça peut être clairement la façon facile de commencer. Ouais. Après, tu vas avoir le classique fais du contenu sur LinkedIn. C'est jamais un sujet que j'ai réussi à maîtriser, en tout cas pas pour l'instant. Donc tu vois, manifestement, ça peut marcher. Mais c'est pas un sujet que je favoriserai. Tu vas avoir le sujet de ok, fais du contenu, tous réseaux sociaux confondus. Je fais par exemple une chaîne SEO sur laquelle tu es venu, donc vous pourrez aller voir l'interview de Florentin qui est au moins aussi bien qu'une formation. Donc tu pourras mettre le lien si tu veux sur ta chaîne. Et du coup donc cette acquisition de prospects par du contenu, ok ça marche, mais c'est ultra lent. Et du coup si on veut vraiment aller rapidement, je pense que soit t'as le fameux réseau personnel, soit tu vas essayer d'aller le chercher là où il est. Et en fait, tu as plein de façons de faire ça. Tu vas avoir, j'avais fait une conférence sur le sujet, mais pour commencer, ce que j'avais fait, c'est que c'était le début des plateformes de mise en relation entre freelance et entreprise. Okay. Donc tu vois, les Malte et équivalents. Et moi au début, je m'étais mis sur toutes les plateformes qui existaient. Et là où j'avais eu une approche un petit peu différente et ce qui m'avait permis d'avoir quand même beaucoup de clients, c'était
que en fait, j'aime pas trop les plateformes que j'appellerais sur étagère, où t'as globalement une étagère remplie de freelance avec un visage, un prénom et un prix. Trop chiant. Enfin, je suis pas un paquet de céréales. Et surtout, si tu veux te différencier, soit t'as une couleur un peu plus Pepsi, soit t'as un prix un peu plus bas. Mais c'est compliqué, tu vois, de facilement véhiculer la valeur supplémentaire qui justifie un prix plus élevé. Et alors que t'as d'autres plateformes c'est pas ce qu'ils aiment, parce que justement tout le monde a envie de standardiser son process et d'automatiser au maximum, et donc ça c'est clairement les gens se débrouillent, c'est le plus facile. Mais au début en tout cas, et c'est encore le cas sur certaines plateformes, t'as des relations clientèle, les chargés de compte, des big account managers, enfin bref, ils mettent le nom qu'ils veulent, mais ces gens-là ont pour mission, donc pour travail au quotidien, de faire le lien entre les entreprises et les freelances. Et en fait, ils sont au contact des clients, donc des payeurs, des entreprises qui ont des besoins, et c'est eux qui vont, recueillir le besoin, et deux, essayer de sourcer les freelances. Et là où ça va être beaucoup plus simple, c'est si tu arrives à créer une relation avec ces mecs-là, sur le secteur sur lequel tu veux te spécialiser, par exemple sur la typologie de clients ou l'industrie ou le type de projet. Et en fait, que quand le mec va rentrer un projet X, le première personne à qui il pense, c'est toi, quoi. Et en fait, s'il pense à toi, qui sait que tu bosses bien, donc c'est compliqué au début, donc il va falloir faire un effort énorme au début, mais après ça peut être extrêmement rentable, et tu vas réussir à avoir un mec qui, à chaque fois qu'il y a une mission qui correspond à ton spectre, t'appelle direct, te dit ok, est-ce que t'es dispo, est-ce que ça t'intéresse, et vous pouvez co-construire ensemble une offre qui va permettre de répondre aux clients. Et donc toi en fait, ça devient une équipe gagnant-gagnant. Lui il veut prendre sa com, toi tu veux vendre ta mission, et du coup vous pouvez structurer l'ensemble pour que la probabilité que ça signe et le montant, enfin en gros l'espérance de gain, donc c'est le montant signé et la probabilité, soit maximisée, et donc que tout le monde y gagne. Et c'est je pense une des façons les plus efficaces pour avoir rapidement et durablement du business. C'est ce qu'on appelle de l'apport d'affaires. Ça marche bien avec les plateformes qui sont du coup structurées pour ça. Mais en fait, tu peux faire ça de façon beaucoup plus large avec d'autres relais. Enfin, imaginons, on reprend ton exemple que tu disais tout à l'heure, un consultant SEO. T'as une agence qui potentiellement a beaucoup de demandes là-dessus, n'a pas forcément assez de monde. Si tu leur si tu leur proposes de venir les aider en tant que consultant SEO et que t'es bon, tu vois, le fameux critère de autonome, proactif, compétent, enfin en fait que t'es un atout pour l'entreprise et pas juste un mec qui envoie des messages sur Slack pour demander de se faire materner tous les jours, ça a une vraie valeur. Et ça va être toujours un arbitrage entre ton prix et ta valeur. Et la valeur, ce qui est un peu taquin, mais ce qui est aussi assez merveilleux, c'est que ça va dépendre de ce que tu proposes et à qui. Donc tu vois, potentiellement, tu as des gens qui vont pouvoir te proposer, ok, pour ce que tu vas faire 200 € par jour, mais t'en as d'autres qui pourront te proposer 1500 € par jour. C'est un exemple un peu extrême parce que ça va dépendre de justement ce que tu proposes. Enfin, tu vois, si je te dis je fais des ménages sur tes Airbnb, tu vas avoir du mal à monter aussi élevé, tu vois, mais c'est pour te montrer un peu le principe de cette valeur est vraiment extrêmement dépendante de à qui tu la proposes. L'exemple classique, c'est la fameuse bouteille d'eau dans un supermarché ou à côté d'une fontaine ou alors en plein milieu du désert par 40 degrés à midi, tu vois. Tu vas pas avoir les mêmes problématiques et donc pas la même valeur attribuée aux choses. Donc voilà un peu la grande façon que je ferais pour arriver à trouver des clients au début. Moi, ce que j'entendais au début quand on me disait l'argent internet, c'est un peu la magie de tu parles à personne, t'es en slip dans ta chambre et tu vas faire des sous. C'est clairement possible, mais je pense que la façon la plus efficace et la plus rapide, en fait, in fine, l'argent aller chez l'autre. Et c'est pas genre lui prendre l'argent, c'est lui offrir quelque chose qui a plus de valeur que ce qu'il va te donner en échange, qui est l'argent. Et je pense que l'argent, elle vient facilement dans la discussion, dans l'échange. Et tu vois, l'exemple de cette plateforme de freelance, en fait, ça va pas être genre t'inscrire. Ouais, peut-être que tu peux t'inscrire, mais j'ai des exemples de gens qui étaient même pas inscrits sur les plateformes et qui faisaient énormément de business avec elles. Ouais. Et à chaque fois, les mecs lui disaient ouais, mais inscris-toi quand même, s'il te plaît. Mais il a jamais pris le temps de s'inscrire parce que il en avait pas besoin, parce qu'il avait quelque chose. En fait, il savait, et l'agence, la plateforme savait aussi que s'ils passaient par lui, ils allaient gagner de l'argent. Donc tu vois, j'irais créer de la relation avec les partenaires clés comme ça, qui me permettraient d'avoir cette acquisition-là qui est gérée pour moi, et moi me déléguer sur autre chose, parce qu'en fait, tu vois, s'ils prennent même 15%, imaginons que tu passes une journée par semaine à créer du contenu, que tu travailles 5 jours par semaine, une sur 5, ça te fait 20%. Donc, ça fait 20% de ton temps que tu factures pas, donc en fait, ça fait une commission d'acquisition de clients de 20%. Et donc, en fait, tu vois, genre, même 15%, c'est pas tant que ça.
Ouais, non, c'est ça. C'est même rentable en fait. Toute la partie acquisition, c'est tellement chiant que ouais, en fait, donner 15% pour avoir des leads directement qualifiés qui arrivent chez toi, qui sont déjà peut-être même prêts à signer sur une offre qui te correspond et tout. C'est vrai que c'est un gain de temps qui est énorme. Et tu vas aussi avoir potentiellement des leads sur lesquels tu n'aurais jamais accès, tu vois. Ouais. Un énorme groupe, un leader du CAC 40, va faire une vidéo YouTube pour choper le lead, tu vois. Ouais, c'est clair. Je te dis pas que c'est impossible. C'est clairement possible, tout est possible, mais c'est des processus de décision qui vont être beaucoup plus compliqués. Alors que si t'as potentiellement une plateforme qui est un acheteur, enfin tu vois, qui est dans leur compte, dans le compte des entreprises avec qui ils peuvent acheter, en fait juste t'as plein de critères qui sont résolus et donc tu peux plus facilement vendre tes prestats. Donc commission pas si élevée que ça, fluidification de plein mal de process, ça peut être un bel atout. Et après, tu vois, t'as ça, mais tu peux aussi aller sur des réseaux locaux. T'as plein de réseaux avec des entrepreneurs où soit c'est très orienté business, soit c'est plus orienté réseautage. Et dans ce cas-là, en fait, si t'as quelque chose qui est intéressant, toujours moyen de trouver quelqu'un qui pourrait être intéressé. Je reviens sur l'apport d'affaires. Quand c'est comme ça, tu bosses en marque blanche avec eux ou alors tu as du contact direct avec, en gros, ton apporteur d'affaires fait vraiment l'effet d'intermédiaire ou alors c'est juste de la mise en relation et après tu peux traiter directement potentiellement avec le client final. Tu vas tout avoir sur ce principe-là. Moi, dans le cas que j'ai testé et que je mettais en place surtout au début, je fais moins ça maintenant, mais c'était donc en gros la plateforme présentait officiellement et publiquement qu'elle mettait en relation le meilleur freelance pour t'aider sur ton besoin. Et du coup, c'était un intermédiaire, c'était un tiers de confiance, tu vois. Il me semble de mémoire que l'argent passait par eux pour sécuriser à la fois l'acheteur et le vendeur, et du coup, ils pouvaient séquestrer comme ça leur commission et avoir le contrôle là-dessus, donc ça les arrangeait bien aussi. Ouais. Mais en fait, t'étais en relation directe avec le client. Okay. Et même, je me rappelle qu'il y a certains clients sur des sujets assez spécifiques, mais première mission, c'était construction d'un cahier des charges. On facturait ça et du coup c'était capture du besoin, de rédaction de ça, identification de l'équipe, structuration et devis pour faire le projet derrière. Et dans les deux cas, tu vois, on était en relation directe avec l'entreprise, avec ce tiers de confiance qui était là pour justement surveiller et monitorer un petit peu le bon fonctionnement de la dynamique et de l'avancée du projet, quoi. Donc, ce sur quoi je voulais aller justement, c'est que l'avantage aussi de ça, de bosser même si à l'intermédiaire, t'as quand même un contact direct avec ton client, c'est que ça te permet aussi un peu de bosser ton branding dans le sens où en marque blanche, t'es en total fantôme. Là, le mec derrière sait que tu bosses bien, va pouvoir potentiellement revenir vers toi. Et du coup, c'est intéressant aussi pour construire un petit peu ta marque, ta réputation dans ce sens-là. Donc, t'as tous les avantages avec ce système-là. T'as tous les avantages. Oui, probablement. T'as aussi des gens qui sont assez mais même tu vois, genre imaginons t'as une agence qui vend du SEO, tu es prestataire sous-traitant SEO et t'es en marque blanche. In fine, ce que tu factures à l'agence est inférieur à ce qu'elle facture à son client. Donc tu vois, directement on n'appelle pas ça une commission, mais c'est sa marge. Et du coup, tu vois, même en marque blanche, en fantôme comme tu disais, tu vas avoir une partie de la valeur que tu n'es pas capable de capturer. Donc, mais en fait, c'est le principe. Quoi qu'il arrive, t'as un coût d'acquisition client, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce coût, il est direct ou indirect. Quand c'est de la création de contenu, c'est du temps. En vrai, ça coûte de l'argent de faire du contenu. Donc, c'est du temps et de l'argent. Quand c'est direct, potentiellement, c'est de l'ad que tu vas dépenser pour avoir un mec qui va répondre qui va remplir un formulaire. Tout a un coût d'acquisition. Et dans ce cas-là, tu vois, que ça soit une plateforme, que ce soit la marge de quelqu'un, je pense que la différence est pas énorme. Et en fonction du deal que tu as avec cette marque blanche, tu peux ou non te resservir des exemples ou des cas d'études sur lesquels tu as travaillé. Et ça peut aussi être une façon de partager un petit peu ton expertise, initier, tu vois, genre avec de l'acquisition via ces apporteurs d'affaires, marque blanche ou non, ton expertise, commencer à créer du contenu et derrière développer ta marque personnelle, que tu puisses le faire en direct dans la relation parce que tu es visible ou non. Ok, ouais. Ah non, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ok, donc disons que maintenant, t'as généré potentiellement, t'as vendu ta première prestation, peut-être justement à 1 000 € avec ce système d'apporteur d'affaires. Donc, t'as versé ta commission, etc. Très bien. Comment tu ferais ensuite? Est-ce que tu garderais justement ce modèle d'acquisition te permet pour toi d'aller scale et d'aller atteindre des plus hauts niveaux ou là, justement, tu aurais une stratégie plutôt long terme dans l'objectif de vraiment créer un vrai business stable avec des revenus récurrents qui te permettent de bien vivre? Est-ce que tu changerais un petit peu tes canaux d'acquisition? Est-ce que tu structurais justement une offre par rapport aux différentes prestations que tu as déjà réalisées?
qu'est-ce que tu ferais un petit peu concrètement si on passait plus sur une partie où l'objectif c'est de scale et pas juste de vendre ses premières prestations? Ah, tu vois, ça fait quoi? Ça fait depuis 2017 que je suis de mon freelance. Ok. Donc ça fait quoi? 8 ans. Un truc que j'aime bien avec le freelance, c'est justement cette capacité à avoir des sujets différents. Donc quand je te disais tout à l'heure que moi j'ai pas structuré d'offres en tant que telle, c'est parce que j'aime bien justement me creuser le cerveau sur la problématique concrète de mon client, aller faire quelque chose qui soit adapté pour lui. Et ça fait que j'ai des missions assez différentes, hein, tu vois, entre acquisition, conversion, c'est quand même pas forcément les mêmes enjeux. Mise en place d'un tracking propre, c'est pas forcément les mêmes enjeux. Et du coup, j'ai pas structuré ça en tant que tel. Moi, là où je joue, c'est justement sur l'expertise, la valeur que je vais apporter, et du coup, ce qui me permet d'avoir un travail sur le prix. Et du coup, parce que j'apporte plus de valeur, ça me permet de capter un peu plus de valeur. Et du coup, t'as clairement moyen avec en fait, imaginons, tu vends chaque journée de ta semaine, enfin chaque journée de ton mois, ça fait globalement 20 jours ouvrés. Hein, tu les vends même à 500 balles par jour. 500 fois 20, ça te fait 10 000. Si tu arrives à travailler un petit peu sur ton pricing et que tu arrives à te mettre sur une position un peu plus premium et que tu es à 800 balles jour, 800 fois 20, ça te fait 16 000 euros par mois. Donc tu vois, rien que sur ce facteur-là, TJ, et plus tu le montes, plus tu vas avoir des clients un petit peu différents, parce que t'en as qui sont très habitués à acheter du taux jour, qui négocient fort, mais ça dépend aussi un petit peu de la relation que tu peux avoir avec eux. Bref, tout se négocie. Et dans ce cas-là, en fait, en vrai, t'as scalé à une situation où même si tu donnes la moitié à l'État, en fait, avec 8 000 euros par mois, net, tu t'en sors plutôt pas trop mal. Ouais, normalement, c'était plutôt bien. Donc tu vois, ça peut être une façon de scaler. Ça, c'est la façon probablement un petit peu, on va dire une chaîne dorée, tu vois, où tu continues à vendre ton temps, ce qui est généralement assez rapidement un problème. Ça, c'est une valeur théorique. Tu vends pas forcément 20 jours par mois. Il va falloir qu'effectivement tu travailles sur ton acquisition, tu vas avoir du turnover. Moi, j'aime bien pouvoir accompagner mes clients sur la durée. Parce que on est en train de discuter de comment tu fais 1 000 euros en un mois ou en une semaine, mais in fine, travailler dans la même direction pendant 4 ans, tu peux avoir des effets cumulés qui font que c'est beaucoup plus de valeur. Et donc, si je peux accompagner mon client sur la durée, je peux lui apporter plus de valeur aussi. Et donc, cette récurrence permet de lisser et stabiliser dans le temps, mais in fine, tu vas devoir te dire ok, le lundi matin, je travaille sur ce client-là, le mardi après-midi sur ce client-là, etc. Et c'est pas forcément tu vois, moi j'aime beaucoup le freelance parce que ça me permet de voir des sujets différents, parce que c'est rentable, mais j'aime bien aussi avoir le contrôle de ce que je vais faire. Et j'ai commencé à programmer, je crois que j'avais 11 ou 12 ans. J'ai trouvé un livre sur l'étagère de mon père et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, j'aime beaucoup créer, et c'est pour ça que moi je me suis lancé dans les SaaS, dans la création d'outils. Et je pense que sur ton scaling, faire tes premiers sous, ça va être assez facile. T'as une compétence qui est bankable, t'arrives à bien la mettre en avant et tu vas pouvoir faire des sous comme ça. Mais derrière, tu vas avoir un vrai choix existentiel de direction que tu vas vouloir suivre. Soit tu pars en agence, donc potentiellement tu as trouvé une façon d'avoir des clients de façon récurrente et tu délègues à d'autres humains qui peuvent faire comme toi, peut-être un peu moins bien, mais ils sont moins chers, donc ça marche. Soit tu trouves une façon de standardiser ton process, et dans ce cas-là, tu vas pouvoir avoir quelque chose qui te prend moins de temps. Donc, in fine, tu vends plus forcément du temps, mais tu vends du produit. Enfin, tu vas avoir un résultat à un prix de noix qui est plus rentable que ton temps. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir scaler comme ça. Ou alors, en fait, tu pars sur autre chose et tu utilises l'argent du freelance pour soit financer ta vie, soit financer un autre projet, et qui va potentiellement te faire vibrer sur autre chose, quoi. Et moi, c'est cette dernière solution que j'ai choisie, c'est développer un outil qui est ultra proche de ma casquette aussi, parce que je fais du freelance en SEO, je développe un outil en SEO, et donc ça se nourrit de mon expertise et ça nourrit aussi mon acquisition. Mais du coup, ça peut être aussi une stratégie. Et j'ai pas parlé de SaaS dès le début parce que clairement je trouve que le SaaS c'est beaucoup plus compliqué à développer en termes de business que d'aller vendre de la prestation, quoi.
Donc tu ferais vraiment dans le sens où déjà tu crées un flux d'entrée d'argent, un flux d'acquisition de clients, on va dire de manière plutôt récurrente. Et ensuite, à partir du moment où potentiellement tu gères mieux ton emploi du temps, tu as déjà un canal une source de revenus finalement et un canal d'acquisition qui fonctionne. Là, tu irais potentiellement diversifier tes revenus avec quelque chose qui n'est pas corrélé à ton temps, mais potentiellement ça peut être, je sais pas, ouais, tu t'as parlé de ça peut être de l'édition de site, ça peut être tout genre de trucs quoi. Ouais, complètement. Et ça, enfin, tu vois, ça va être un petit peu sans tomber dans le syndrome de l'objet brillant, parce que c'est aussi la meilleure façon de rester à l'immobile, ou alors d'aller taper dans l'eau dans plein de directions, mais qu'il se passe pas grand chose. Mais ouais, c'est ça. Enfin, tu le sais, la vente de liens ça marche. On le sait, l'édition de site ça marche. On sait, le SaaS ça peut marcher. Enfin, en fait, tout marche. En fait, il y a de l'argent partout. Le dropshipping. Enfin bref, il y a vraiment de l'argent partout. Ouais, la question c'est qu'est-ce qui te fait vibrer au point d'y rester longtemps. Ouais. Et ça, je pense que c'est le plus compliqué d'être constant et intense sur la durée, sur un sujet qui est restreint, quoi. Et comme je te le disais tout à l'heure sur quelle thématique tu vas aller choisir en freelance, en fait, ça dépend de toi. Alors, peut-être que tu peux demander à ChatGPT, tu lui dis un petit peu qui t'es, tu lui expliques qui t'es, et tu lui demandes ce que tu devrais faire. Mais in fine, en fait, il va falloir tester des choses, voir ce qui te plaît. Et ça peut prendre du temps aussi. Donc, autant avoir les moyens de son temps. Donc peut-être, tu vois, imaginons t'es pas content de ta situation parce que t'es salarié, tu t'arranges pour aller faire ton quick win, qui est de passer d'une situation de salarié à une situation de freelance. Et une fois que tu as cette situation-là, tu t'arranges pour structurer ton temps, pour avoir encore le temps. Et donc t'avoir gagné, pas forcément en revenu par rapport à ta situation d'avant, mais plutôt en liberté temporelle, pour aller explorer des choses. Et en vrai, on est jeune, tu vois, on a le temps d'explorer des trucs. Et puis, tu regardes ce qui te plaît, tu regardes ce qui marche, trouver la corrélation, enfin, l'intersection entre ce dont le marché a besoin et pour lequel il est capable et a envie de payer, et ce que tu as envie de lui proposer. Et une fois que tu as le milieu... tu y vas à fond et puis tu fais ça un certain temps et tu vois si ça marche, et puis si ça marche pas, c'est pas très grave, tu fais autre chose, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. L'avantage, c'est que peu importe à peu près, même, enfin, je connais beaucoup moins l'univers de la création de SaaS, mais ça reste des business où tu as des barrières à l'entrée potentiellement sur la partie technique, et c'est pas des business où tu as besoin de gros budgets potentiellement pour te lancer. Donc, ton activité principale à la base te permet de financer ton entre guillemets, ton side business au début, sans trop prendre de risques sur la partie financière, quoi. Effectivement, tu mets du temps. Ça se rattrape pas le temps, mais on va dire ça a moins de valeur d'un instant T que de l'argent quand t'investis beaucoup. Ça a moins de valeur si t'as pas d'argent, tu vois. Oui. Le temps prend d'autant plus de valeur quand t'as de l'argent. Là, avec l'IA, le no-code et tout ça, je pense que effectivement, on peut arriver à structurer un SaaS, un MVP, un petit projet, un début, un balbutiement de projet pour tester si ça marche rapidement et à un coût réduit. Mais in fine, je pense que, contrairement à ce qu'on en dit, le logiciel, ça peut vite coûter cher. Surtout si tu sais pas faire. Ouais. Mais c'est comme pour tout, tu vois. Si tu sais pas faire, ça va te prendre plus de temps. Potentiellement, si tu délègues, ça va être complexe de savoir si on te raconte des bobards ou pas. En fait, je pense qu'il y a quand même, in fine, énormément d'objets brillants, énormément de tendances. Donc l'IA permet d'ouvrir des possibilités, réduire les coûts d'entrée. Mais in fine, c'est quand même pas mal de savoir, de comprendre et de maîtriser au moins en grande ligne, ou en tout cas avoir des pistes, des bases, ce sur quoi tu vas vouloir te lancer. Oui, tu peux faire de l'édition de site si t'es pas du tout technique, enfin si t'as pas du tout de notion de ce que c'est qu'un site internet, mais in fine, ça va être quand même un problème. Ouais, parce que si tu sais pas gérer ton WordPress, tu vois, ouais, ça va te ralentir au minimum. Parce qu'il va falloir, ok, mais comment je fais pour poster un article en ligne, tu vois. Ça semble simple, mais in fine, si tu connais pas, c'est complexe. Et donc, si on te dit oui, mais du coup, pour la mise en place du module de login sur ton SaaS, il me faut 2 semaines, tu vois. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Je sais pas. Et du coup, si tu sais pas faire, il faudra que tu payes quelqu'un ou que tu t'associes. Mais si soit tu donnes de l'argent tout de suite que t'as réussi à avoir avec ton processus d'acquisition en freelance, par exemple, ou alors tu vas donner de la valeur future par départ. Donc in fine, tu payes partout en fait. Si tu le payes de manière plutôt indirecte dans certains cas, mais effectivement tout se paye si t'as pas la compétence. Et justement sur donc mettons que tu crées potentiellement une activité side où là potentiellement toi dans ton cas t'es sur la partie SaaS. Est-ce que ton activité de base, tu chercherais potentiellement à déléguer pour justement, soit ce serait toi peut-être qui, mettons que tu captes ton activité pour te dégager du temps sur la partie side, ou alors potentiellement tu chercherais toujours à faire de la croissance sur cette partie-là, et peut-être justement en structurant sur une partie agence, en essayant de déléguer, j'en sais rien, la partie production, création de contenu, prospection, la partie production directement de tes prestations vendues, ou alors tu chercherais potentiellement pas forcément à structurer une équipe et rester tout seul.
Bah, tu vois, et pendant longtemps, je me suis dit, enfin, je suis très curieux, j'aime bien tester plein de trucs. Et pendant longtemps, je me suis dit, ouais, je peux être à plusieurs endroits en même temps. Et plus ça va, et plus j'en reviens. Je pense que si tu te disperses, si tu fais plusieurs choses, c'est de la dispersion et du défocus. Et du coup, tu vas avoir beaucoup plus de mal, potentiellement, tu vas t'épuiser à faire grossir, en fait, dans tous les sens, quoi. Ouais. Et donc, moi, la stratégie que j'ai adoptée, c'est, j'ai une partie freelance qui marche bien, et assez facile à gérer dans le sens où bah c'est des clients que j'ai choisis, avec qui j'ai une super relation, sur lesquels on peut faire des choses et qui justifient le temps que j'y passe. Et dans ce cas-là, tu vois, c'est en fait cette partie-là, je la préserve un peu parce que ça me donne aussi un souffle par rapport à un autre projet, tu vois, vu que j'en reste pas moins, ce que je disais, curieux. Faire toute la journée, toute la semaine, toute ma vie la même chose, c'est pas forcément ce qui me nourrit le plus. Donc j'ai cette petite bouffée d'air qui me permet d'avoir d'autres problématiques sur un autre business, être confronté, rencontrer d'autres gens. Et du coup, en fait, c'est une partie qui potentiellement, tu vois, si tout le reste s'arrête, me permet d'avoir la sécurité de, bah en fait, j'en vis bien, quoi. Et du coup, à côté de ça, bah j'essaie plutôt d'aller intensifier sur la partie outils, parce que c'est la partie que j'ai choisie. Et donc, tu vois, c'est pas forcément... Enfin, en fait, j'ai pas envie, et je suis pas sûr que ce soit possible, de devenir une incroyable agence, en même temps que tu crées un incroyable outil, en même temps que... En fait, tu vois, alors, in fine, incroyable quelque part, déjà, c'est déjà pas mal. Et du coup, bah, je préfère focaliser sur un truc. Pour moi, c'est les outils, plutôt que de me dire, je veux mettre toute l'énergie pour standardiser du freelance. Peut-être que ça serait le plus rentable, mais moi je suis pas forcément dans le principe de je cherche la plus haute rentabilité à tout moment. L'argent in fine, je trouve que c'est important, hein, c'est primordial sur plein de sujets, mais je pense que la qualité de vie, c'est probablement l'angle sur lequel moi j'essaie d'optimiser. Et du coup, bah, enfin mettre all-in sur du freelance, ou ça colle moins à ce que j'ai envie de faire, et donc c'est pas ce que je fais, quoi. Ok. Ouais, j'ai plutôt la même vision que toi dans le sens où je pense que tu peux être un peu partout, mais effectivement, tu peux pas être excellent partout. Tu peux avoir des petits business qui vont marcher à 1000, 2000, 3000 euros par mois en déléguant, en étant assez peu actif dessus. Mais effectivement, si t'as la vocation de construire quelque chose de gros sur plusieurs aspects, alors il y en a qui arrivent, hein, je sais pas, tu vois des trucs comme Elon Musk, des trucs comme ça où effectivement, il arrive à gérer énormément de choses sur des boîtes qui marchent très très bien. Mais je pense que, on va dire plutôt à notre échelle, c'est compliqué d'arriver à être présent sur plusieurs business et avoir la vocation, avoir l'envie de développer au maximum tous ces business, même si tu peux déléguer certaines choses et tout. Je pense pas que c'est impossible, mais effectivement, je pense que c'est assez compliqué. J'ai la même vision que toi là-dessus. Ouais. Mais après, tu vois, j'ai plein d'exemples aussi de gens qui ont plusieurs business, mais ces gens-là, ils ont des équipes quand même assez conséquentes. Ils ont potentiellement un peu plus d'expérience. Enfin, en fait, tu vois, je sais pas parce que je suis à fond sur un business maintenant que je serai à fond sur ce business toute ma vie. Et ça peut être, tu vois, un moment de vie, mettre bah tous les œufs dans le même panier à un moment, et puis bah si le panier il tombe, ou alors si tous les œufs éclosent et qu'ils s'envolent vers le ciel, bah en fait derrière tu peux choisir d'en faire un autre. Et tu vois, je pense que je ferai plein d'autres projets derrière, mais j'ai pas forcément besoin de les faire aujourd'hui. Ouais, non, c'est le côté excitant aussi de notre métier, c'est que, comme t'en parlais tout à l'heure, il y a énormément d'opportunités partout. Et même si ton business marche bien, t'as toujours envie d'aller tester autre chose, même si, en fait, il y a tellement d'opportunités que, ouais, tu veux être un peu partout. Et c'est un vrai problème d'arriver à garder son focus et d'arriver à toujours maintenir et essayer de développer ton business principal, qui est le business qui te fait vivre. Et après, effectivement, si t'arrives à bien déléguer ce business-là et à te dégager du temps pour faire de la R&D, pour tester d'autres choses à côté, c'est super intéressant, et trouver l'équilibre entre ce qui te plaît sur vraiment bah, dans ton travail quotidien, peut-être faire de la R&D, tester un nouveau business, mais quand même avoir ta source de revenus principale sur ton business qui tourne sans que tu sois pour autant hyper actif dessus. Je pense que c'est un bon compromis. Mais je pense qu'effectivement, processiser avant de disparaître, c'est la meilleure façon de faire. Enfin, tu vois, si tu veux passer sur autre chose et que bah t'es l'homme orchestre très nécessaire de ton business, bah tu sais qu'il va tomber. Tu sais pas à quelle vitesse. Déjà que si tu l'as bien processisé, probablement que la croissance va réduire. Si tu dis ça peut être un compromis, tu vois, c'est toujours question de choix. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Enfin, t'as plusieurs étapes dans un business. T'as la phase de croissance, la phase de structuration, et s'éloigner de son business pendant la phase de croissance. Ouais, c'est pas le même jeu, vraiment. Je pense que c'est coûteux en coût d'opportunité. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Ok, bah écoute, je pense que c'est pas trop mal. On a fait un peu le tour de ta vision sur qu'est-ce que tu ferais concrètement aujourd'hui pour refaire tes 1000 euros et pour restructurer un petit peu globalement bah tout ton business, toute ton offre, comment tu ferais ton acquisition, etc. Donc c'était super intéressant de voir un peu comment tu faisais tout ça. Il y en a pas mal qu'on parlait sur ceux que j'ai invités, il y en a pas mal qu'on parlait un petit peu de freelance.
Et c'est vrai que ton approche avec l'acquisition, plutôt aller chercher de l'apport d'affaires, en fait, il y a personne qui en a parlé et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est une approche assez originale qui, je pense, marche très bien. Enfin, même moi, en tant que vendeur plutôt, enfin, vendeur sur la partie apport d'affaires, tu peux vraiment faire tourner des business avec ça. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais il faut arriver effectivement à créer du relationnel avec une personne qui peut arriver à t'apporter ces leads-là. C'est un peu Complètement. un peu le point bloquant. Mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu le point négatif. Je vois que par exemple, sur les professions libérales, tu vois, tout ce qui est médecin et tout ça. Ouais. Un hold-up, ils ont un Doctolib. Tout le monde part ça. En fait, si t'es bien noté, tu vas avoir plein de business. Et en fait, tu vas avoir la même chose, sur toutes les professions, sauf c'est pas aussi structuré que ça. Potentiellement, c'est même quelqu'un au hasard, enfin quelqu'un individuel qui va avoir ces relations-là et qui va mettre en relation les entreprises. Si t'es pas bon commercial, il y en a qui le sont et ça a de la valeur, donc tu vas les rémunérer pour ça. Mais ça peut être un accélérateur de fou et toi potentiellement te concentrer sur ce que t'aimes ou alors libérer du temps pour faire autre chose qui pourrait te faire kiffer, quoi. Ouais. Et puis, comme t'as dit, surtout, ce qui était intéressant, c'est les contacts. T'as beau être sur tous les leviers, j'en sais rien, moi, du LinkedIn, du YouTube, t'as certains types de contrats qui seront intouchables, genre les groupes du CAC 40, etc., que t'auras pas sur le l'inbound classique. Là, tu peux les avoir effectivement par des relations, ce type de relations, quoi. Donc, ça peut t'apporter des contacts, des opportunités que t'aurais pas d'autre manière. Et là, même à 15 à 20%, tu seras hyper rentable sur ce type de prestation, quoi. Ouais, complètement. Ok, écoute, merci à toi Amaury. Est-ce que tu peux peut-être faire une petite promotion pour tes outils peut-être? Ouais, écoute, merci Florentin. Promotion, on a parlé au début, si vous êtes intéressé par le SEO, allez tester. Tous les outils ont clairement une offre gratuite qui vous permettent de tester et de voir que ça marche. Juste ça marche pour votre site, que ce soit un Serpentix, une de page, une de backlink, Very Backlink. Si vous avez un besoin pour développer votre SEO, allez tester gratuitement. Je pense que tu mettras peut-être les liens en description. Et puis comme je disais, moi c'est le fort de mes journées, ou en tout cas la majorité de mon intérêt est sur le développement de ces outils-là, Serpentix en particulier pour l'instant, mais sur le développement de mes outils en général. Et globalement partout sur l'outil vous trouverez un mail, donc je suis preneur de vos retours si vous testez, et pour savoir ce que je peux continuer à améliorer et surtout voir les résultats que vous allez réussir à avoir. Ça marche. Écoute, merci beaucoup pour ton partage, pour ton savoir, et puis on se dit à la prochaine. Merci pour l'invitation et excellente journée à tous.